Intéressons-nous à une poutre soumise à de la flexion. Donc ici en haut on a une poutre normale et en bas un zoom de cette poutre dans la zone d'étude qui est ici au milieu. Si j'applique un moment de flexion, alors elle va se tordre de rire, elle va se tordre en faisant un beau sourire comme ça. Et si je fais un zoom, on peut voir que ma section qui était un rectangle au départ devient un trapèze. Donc pour qu'un rectangle devienne un trapèze, il va falloir que je prenne les points en haut et que j'applique un effort qui va venir comprimer la zone en haut, et sur la fibre en bas, c'est l'effet inverse. Donc en fait, je vais avoir une compression sur toutes les fibres supérieures qui sont au-dessus de la fibre neutre et de la traction de toutes les fibres qui sont en dessous de la fibre neutre. La fibre neutre, c'est la fibre qui est ici au milieu et qui, elle, ne va pas changer de longueur et donc n'est soumise à aucune contrainte. Ça veut dire que l'état de contrainte dans mon matériau, dans mon éprouvette, est à cette forme-là, et la contrainte est donc proportionnelle à la dimension Y. Si Y égale 0, je suis sur ma fibre neutre, je suis au niveau de l'axe du point G, et si jamais j'ai Y qui monte ou Y qui descend, je vais me retrouver en compression ou en traction. Et je n'ai pas de contrainte de cisaillement, sinon je verrai des déplacements verticaux. Donc, si je calcule le moment de mon tenseur de cohésion, qui est le produit vectoriel qui est l'intégrale sur la section, pardon, du produit vectoriel entre la position d'un point M quelconque et mes contraintes, eh bien, je vais retrouver un résultat ici qui dit que finalement, ma contrainte, sigma x, celle qui s'applique ici en tout point de mon éprouvette, est proportionnelle au moment de flexion fois petit y divisé par igz. Alors, igz, c'est l'intégrale de y carré ds. C'est quelque chose qui est uniquement fonction de la section, c'est-à-dire que si c'est un rectangle, si c'est un cercle, on aura une valeur de igz différente, donc c'est un peu quelque chose qui est proportionnel à la section. Y, c'est l'altitude, c'est-à-dire que si y égale 0, je suis ici, je n'ai pas de contrainte. Si y est ici, alors j'ai une contrainte qui est négative. Et si y vaut la moitié de la hauteur, alors j'ai une contrainte qui va être négative maximum ici, donc je vais être en compression. Pareil de l'autre côté, si y est négatif, alors j'ai de la traction. Et MF, eh ben, si j'ai pas de moment de flexion, j'ai pas de contrainte. Si j'ai un moment de flexion important, j'ai une grosse contrainte. Donc voilà pour les contraintes en flexion. Maintenant, qu'en est-il du déplacement? Lorsque ma poutre fait un sourire, en fait, on voit qu'en tout point, je vais avoir un déplacement vertical. Ce déplacement, on va l'appeler V de x. Et V de x, pourquoi? Parce que c'est V pour vertical. Et en x égale 0, il peut être nul, et puis ici, il peut être important. Donc ce V de x là, si je dessine la tangente ici et une droite qui passe ici, alors on peut écrire que tangente de l'angle θ est égale à dv sur dx, c'est le déplacement vertical divisé par la longueur. Ça vaut tangente θ. Et comme on est dans la théorie des petits angles en résistance des matériaux, alors on dit que c'est directement égal à θ. Donc ça veut dire que si θ égale à 0 ici, ça veut dire que finalement j'aurai pas de dv sur dx, ça veut dire que j'aurai une tangente horizontale. Et je vais être capable de calculer. Si je connais la forme de mon déplacement v de x, je serai capable aussi de calculer l'angle, et vice versa. Mathématiquement, on peut aussi montrer que d2v sur dx2, la dérivée seconde du déplacement vertical, est égale à 1 sur r. R, c'est ça, c'est le rayon de courbure. Donc R, c'est le rayon que fait ma courbe, ma poutre à cet endroit-là. Et donc, on peut démontrer que d2v sur dx2 égale 1 sur r. Donc ça, c'est les résultats de maths qui nous serviront pour plus tard. Maintenant, si on s'intéresse plus particulièrement à mon zoom, on voit ici mon trapèze. Et ce trapèze-là, je peux prolonger les côtés et trouver ici le point I, qui est le point du centre du cercle. En fait, ici, ça se déforme suivant un arc de cercle, où R est mon rayon de courbure. On peut donc voir que GG', c'est une longueur qui ne change pas, et qu'on avait P0P', qui au départ valait GG', et qui va changer de longueur et va faire à la fin la longueur que j'ai appelée ici PP'. Autre grandeur intéressante en géométrie, la distance de I à G', c'est le rayon grand R, c'est mon rayon de courbure. Et la distance de I à P', c'est grand R moins Y, Y étant l'altitude dans ma poutre. Donc ici, Y, c'est l'épaisseur de mon éprouvette. Si je sais ça, je peux aussi définir la longueur GG' comme un arc de cercle. Si j'ai un rayon R et un angle alpha, alors GG', ça vaut R alpha. Et PP', comme le rayon est plus court, il vaut R moins Y, et ben ça fait R moins Y moins alpha. Alors pourquoi dire tout ça? En fait, si je prends la fibre supérieure ici, c'est une fibre qui est soumise à la compression. À la compression, et donc elle va subir sous l'action des contraintes sigma, elle va subir une déformation epsilon. Epsilon, par définition, c'est delta L sur L, donc pour nous, ça va être P0, P'0 moins PP' divisé par la longueur initiale P0, P'0. Or,
P0, P', c'est égal à GG', c'est-à-dire que la longueur initiale au début j'avais un rectangle, donc ça c'était la même longueur que ça. Et donc, en appliquant les équations que j'avais trouvées tout à l'heure, je vais pouvoir montrer que la déformation, elle va être égale à moins Y sur R. Alors ça, on ne va pas l'utiliser tel quel, cette chose-là, mais par contre, si on réutilise les équations de contrainte sigma égale mfz sur igz fois y et sigma égale epsilon, qu'on remplace epsilon par ce qu'on vient de trouver qui vaut moins y sur r, et qu'on égale ces deux choses-là, on va trouver que finalement 1 sur r, r c'est mon rayon de courbure, égale mfz sur e fois igz. Au tout début, je vous ai dit que le rayon de courbure c'était d de v sur dx2. Conclusion, on trouve l'équation, qui est celle qu'il va falloir retenir, qui dit que d de v sur dx2 égale mfz sur e igz. Pourquoi cette équation est importante? Parce que ici, v de x, c'est le déplacement vertical de ma poutre, donc finalement c'est ce qui va me permettre de calculer la déformée de ma poutre. Et ça va être fonction de trois choses, de la valeur du moment de flexion en tout point, du module Young, du matériau, donc de la raideur de mon matériau, et du moment quadratique igz, c'est-à-dire de la section de ma matière. Donc pour conclure, en flexion, on a une première... Déjà, le torseur de cohésion, c'est quelque chose qui a la forme uniquement d'un moment de flexion pur. On a une relation entre contrainte et moment de flexion qui dit que la contrainte, c'est moins mfz sur igz fois y. On a ensuite la loi de Hooke qui dit que sigma égale epsilon. Et la troisième équation qui nous servira, c'est celle qui va nous relier v seconde, la dérivée seconde de mon déplacement v que je cherche, qui est égale au moment de flexion divisé par e igz. Dernière chose, c'est comme ici on a v seconde, si on veut calculer le déplacement vertical, il va falloir intégrer deux fois. Et donc on va avoir des constantes qui vont apparaître. Et donc pour annuler ces constantes, il va falloir se donner des conditions limites. Les conditions limites qu'on va se donner, c'est des conditions limites en déplacement. C'est par exemple lorsque j'ai un encastrement, je sais que le déplacement au point de l'encastrement est nul. Mais je sais aussi que l'angle dans l'encastrement, ma tangente sera aussi horizontale. Ma poutre, elle aura tendance à être horizontale ici. Et donc j'aurai un θ, un angle qui sera nul. Donc la dérivée de V sera nulle aussi. Ça, si j'ai un encastrement, ça me donnera deux conditions limites qui te permettront de trouver les deux inconnus, les deux constantes d'intégration. Si j'ai un appui simple ou une articulation, je peux aussi dire que sur cet appui, le déplacement vertical est nul. Traitons un exemple. Si je prends une poutre encastrée ici, soumise à une force F ici, je trace mon moment de flexion, il a cette forme-là, et il se calcule sous la forme F facteur de L-X. Si je connais mon moment de flexion, je peux écrire que V seconde, la déformée, est égal à le moment de flexion sur E igz. E et I sont des constantes. I, c'est une caractéristique géométrique. E, c'est une caractéristique du matériau. Je vais pouvoir intégrer cette chose-là deux fois. Donc, c'est une fonction de x. Donc, je vais l'intégrer une première fois et une deuxième fois. Et je vais avoir deux constantes qui vont apparaître. Et ensuite, comme j'ai un encastrement au point A, je vais pouvoir dire que V de 0 est égal à 0 et que V' de 0 est égal à 0. Autrement dit, je vais trouver que K1 et K2 sont nuls. Et donc, je vais trouver l'équation V de x qui a cette tête-là. Je pourrais calculer en x égale L. X égale L, c'est ce point-là. C'est ici que je pourrais calculer la déformée maxi. Il suffit que j'applique V de L ici. Je remplace L à l'intérieur de ça. Un autre exemple, rapidement. Ici, j'ai une poutre qui a trois zones, donc trois valeurs de moment différentes, trois formes du moment différentes. Donc, je vais être obligé d'intégrer mon équation de déformée dans les trois zones séparément. Et je vais trouver trois équations de déformée différentes que je vais chacune intégrer. Mais par contre, si je les intègre, je vais avoir deux constantes qui vont apparaître ici, deux ici et deux ici. Et il va falloir que j'écrive des conditions limites. Les conditions limites que je vais avoir, c'est ici le déplacement vertical qui est nul, V de A égale 0, puisque j'ai un appui simple. Ici, j'ai une articulation, donc V de C égale à 0. Et la dernière chose que je vais pouvoir écrire, c'est les continuités au point de changement. C'est-à-dire qu'au point B ici, au point B, je peux dire que V de 1 de B égale V2 de B. C'est-à-dire que le déplacement vertical à gauche est égal au déplacement vertical à droite, et que la tangente à gauche de mon déplacement est égale à la tangente à droite de mon déplacement. Et la même chose au point C.